Donc, j'ai mentionné à l'instant un des TEDx que tu avais fait, qui s'appelait le rebond de la confiance, si je me souviens bien. Oui. Et dans ce TEDx, tu parles des différents business que tu as montés, tu parles des différents projets que tu as fait, on va dire, la vente d'armures sur World of Warcraft, tu parles de vendre des vagins en plastique au lycée, et tu lis tout ça avec le fait de l'importance de la confiance dans tous ces business pour plus tard comprendre l'importance de la crypto-monnaie. Et une question que je me pose par rapport à ton parcours en particulier, c'est est-ce que tu penses que tu es tombé dans les cryptos par opportunisme, plus ou moins? Et pas dans un sens négatif, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était le truc qui marchait et tu t'es lancé dedans. Et si tu étais arrivé 5 ans plus tôt ou 5 ans plus tard, tu aurais aussi bien pu te lancer dans autre chose. Ou est-ce que tu penses que tu avais une attraction fondamentale là-dessus? Et vraiment sans négativité de ma part, parce que je considère aussi, tu vois, que je suis arrivé dans le marketing par une forme de ça fonctionnait, j'avais une demande là-dessus, et donc je suis arrivé là-dessus et je me suis spécialisé. Mais je me suis dit, je peux imaginer un univers alternatif où je ferais un e-commerce de vente de, je sais pas, un truc, tu vois, de trucs liés au gaming, je sais pas quoi, tu vois, un truc qui a rien à voir, mais je peux assez bien voir comment je me serais spécialisé dans autre chose, et je peux assez bien voir comment j'aurais pu être un gars qui se fascine pour la finance, par exemple. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un truc où t'aurais pu, et je me demande si, toi, comment t'y penses, parce que t'es vraiment aujourd'hui, sur YouTube, sur la crypto, t'es la plus grosse chaîne? La plus grosse chaîne française, oui. Ouais, française. Le numéro 1 mondial à 300 000 abonnés, c'est Datadash. Ok. Et moi, je dois être à 160 000, un peu moins 150 000 sur la France. Ah. Donc la France, le gap est pas énorme. Ouais, parce que j'ai commencé assez tôt, en fait. Il n'y avait pas d'influenceurs. Tous les gros qui m'ont dépassé, ils sont arrivés par la suite, mais sur un business, on va dire, English speaking. Donc ça s'est répandu beaucoup plus vite. Et moi, pour le coup, c'est vraiment capé aux francophones, quoi. Peut-être qu'il y a un côté où même ton pseudo, il est associé à ça. Je me demande ce que tu en penses. Tout à fait. Alors, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis certain qu'il y a de l'opportunisme. Parce que je pense que on doit toujours partir d'une opportunité. On doit se rendre compte que quelque chose fonctionne et c'est idiot de s'efforcer dans un truc qui ne fonctionne pas. Si on sent que ça peut fonctionner après, oui, évidemment. Oula, je m'excuse. J'avais pas tout adapté. Pardon. En fait, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, tu devais rester à l'écoute de ce qu'il y a autour de toi. Parce que tout vient toujours d'une demande. Si ce que tu fournis ne satisfait pas quelqu'un ou quelque chose, ça fonctionne pas. Mais pour la première fois, et en fait pas vraiment, c'était aussi quelque chose qui fonctionnait à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui me satisfaisait moi. Parce qu'on était dans de l'argent numérique, donc j'étais proche de mon monde du jeu vidéo. Donc oui, c'est une opportunisme, ça j'en suis certain, parce que j'ai attendu, je me suis intéressé à cette technologie, j'avais le sentiment que ça allait marcher, et le marché a explosé à ce moment-là. À partir du moment où c'est le marché qui m'a porté et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est une opportunité que j'ai saisie, ça c'est clair, donc il y a de l'opportunisme. Après, je me suis toujours intéressé à plein de choses. C'est une opportunité que j'ai saisie parce qu'avant, j'en ai raté 50 et que j'ai essayé d'en avoir plein d'autres et j'ai jamais réussi. Jusqu'au jour où j'ai eu le sentiment que, ok, j'aime les jeux vidéo, j'aime la finance, j'aime l'argent, j'aime ce qui est numérique, j'aime ce qui va vite, j'aime la technologie. Et là, je tombe sur la crypto-monnaie. Donc, le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu ça, c'est que la première ligne où j'ai compris comment fonctionnait le Bitcoin, j'ai plus jamais raccroché. Jamais. Et je suis certain que j'aurais lu ça 2 ans après, je me serais intéressé à ça 2 ans après, tout simplement. Donc c'est vraiment... j'aurais pu tomber dedans plus tôt, j'aurais pu tomber dedans après, mais en plus de l'opportunité, il y avait vraiment quelque chose qui me correspondait fondamentalement, j'en suis certain, parce que j'en dormais plus. J'ai commencé à... faut me passer l'expression, mais j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau de mes résultats scolaires. À peu près 2 mois après être tombé dans le Bitcoin, j'étais déjà plus en cours, quoi. Est-ce que tu passais ton temps à lire des white papers toute la journée? Alors, à l'époque, même pas, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de white paper à lire, que ce soit clair. Je passais mon temps à essayer de comprendre comment fonctionnait le Bitcoin. C'était très modeste au départ. Mais assez rapidement, ouais, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais comprendre, à essayer de le traduire en français, parce qu'il n'y avait pas de contenu en français, il n'y avait rien du tout. Et ensuite, à l'expliquer à d'autres personnes et à essayer de le transmettre et de créer du contenu dans la langue française, quoi. Il n'y avait vraiment rien du tout. Tu as commencé à créer du contenu directement? J'ai commencé à en créer, je dirais, 4 ou 5 mois après. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'anxiété à ce niveau-là, de dire est-ce que je suis vraiment un expert, est-ce que je suis vraiment qualifié pour en parler? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu te lancer aussi rapidement sur un domaine qui, pour le coup, est assez complexe? Tu peux facilement te dire, je vais dire une connerie. Et contrairement à des domaines, tu vois, si tu fais des cours en méditation et que tu n'es pas expert, qui va aller te dire que tu as tort? Tu vois ce que je veux dire? Vrai. Là, tu peux dire une connerie et les gens vont dire, regarde, il a dit ça et c'était faux. Tu vois. 2 raisons. La première, j'avais toujours essayé de percer sur YouTube.
C'était ma 3e chaîne T'avais YouTube. fait quoi comme projet précédemment? J'ai pas envie d'en parler. Du gaming. Non, du gaming, j'avais Du créé un serveur Minecraft. Minecraft, c'est exactement ça. On avait créé Minecraft versus Wild, qui est un serveur Minecraft toujours en vie, après 8 ans. J'en suis plutôt fier. Mais du coup, une communauté, et je faisais des news pour ma communauté, et j'ai vu l'importance de la vidéo et de la façon de communiquer. Et en gros, on m'a toujours dit, je me suis rendu compte que j'étais moyen plus, donc je pouvais bosser comme un fou dans n'importe quel domaine. Je serais l'élève entre 12 et 14. Tu vois ce que je veux dire? Quand je me rate, je serais vers 10-12. Quand je travaille comme un malade, je serais vers 14. Mais le 18, il n'a pas été fait pour moi. Je suis pas un humain qui a été programmé pour réussir sur un domaine. Par contre, j'étais à peu près moyen partout. Et quand je travaillais, je pouvais être moyen plus. Donc, j'ai essayé de prendre la parole et de m'exprimer sur tellement plein de sujets, en fait. Et j'étais curieux naturellement et je me suis dit, parler, c'est quelque chose qui me plaît bien. Le contact avec l'autre, être confronté, avoir mes idées, pouvoir évoluer. Et donc, j'ai besoin de m'exprimer. C'est vraiment un besoin que j'ai et qu'on me recadre ou au contraire qu'on accepte mon discours pour pouvoir avancer. Et j'ai toujours aimé YouTube à cause de ça. Et puis, petit à petit, c'était devenu évident. Dès que j'avais un sujet, je voulais m'exprimer. Et ensuite, j'étais seul. Quand j'ai commencé dans la blockchain, 2015, dès qu'on voulait parler crypto-monnaie, il n'y avait pas grand monde. Je faisais des conférences, il y avait 4-5 personnes qui venaient me voir. Il y en a 1 ou 2, c'était pour me dire que je me trompais. Enfin, j'avais vraiment ce sentiment de solitude et je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de connexion, de s'exprimer, d'échanger avec les gens, de se confronter. Sinon, je me sens vraiment pas bien et je pense que j'ai commencé YouTube parce qu'il fallait que j'en parle. J'avais l'impression d'avoir trouvé une mine d'or, un truc qui allait changer le monde et j'étais tout seul devant, personne ne voulait rentrer, quoi. J'étais un peu mal à l'aise et YouTube m'a non seulement concilié avec mes habitudes d'oration que j'avais et de ma volonté de m'exprimer et d'échanger avec des gens, et ça m'a permis d'être en contact avec le peu de gens qui avaient envie d'écouter ce que j'avais à dire, en fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.